va glisser vers la prochaine communication. On aura l'occasion de partager à nouveau avec M. Goyette après les 3 communications. Pour la prochaine présentation, elle sera faite par Caroline Côté, qui nous amène totalement dans un autre univers. Caroline Côté est étudiante à la maîtrise en école en études urbaines à l'UQAM. Elle a également complété un certificat en études féministes ainsi qu'une majeure en études urbaines à la même université. Elle est présentement agente de recherche pour le Conseil régional de l'environnement et récipiendaire d'une bourse MITAX, portée par son intérêt pour le verdissement. Caroline est également coordonnatrice du collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable, le CRAPO. Alors, Caroline Côté va faire une présentation autour des innovations sociales au service de la transition écologique et de la résilience communautaire. Caroline, on est très curieux et heureux de pouvoir vous entendre. Excellent, merci beaucoup. Vous voyez tous et toutes mon écran, ma présentation? Tout à fait, merci. Super, merci. Alors, je suis bien heureuse d'être ici pour cette deuxième journée de colloque. Et donc, ma présentation va porter sur l'innovation sociale au service de la transition écologique et de la résilience communautaire. Et donc, je vais vous présenter le cas de la campagne ILO. Parfait. Donc, petit plan de présentation assez rapide. J'ai décidé de commencer avec mes concepts. Comme ça va être plus facile ensuite pour vous de faire des liens avec mon sujet de recherche. Je vous présente ensuite ma méthodologie, évidemment le sujet de recherche en question, donc la campagne ILO et mes résultats. Alors, pour ce qui est des concepts, eh bien, au cœur de ma recherche est l'innovation sociale, en fait. Parce que je propose qu'elle permet la création d'espaces propices à l'appropriation et à l'apprentissage expérientiel qui vont par la suite induire un sentiment de familiarité puis un sentiment ultimement de chez soi. Puis ce sentiment-là de familiarité est important puisque selon Pruneau et Lapointe, ils encouragent les individus à s'impliquer dans la restauration et la préservation de leur environnement. Donc, dans le cadre de ma recherche, je vais considérer l'innovation sociale, en fait, selon les définitions données par des chercheurs du CRIS, donc des chercheurs et chercheurs québécois, dont Harrison et Vézina. Je vais également ajouter des définitions données par Besançon aussi, Cloutier et Richer-Battisti, entre autres. Donc, je comprends l'innovation sociale comme un processus d'adaptation et d'apprentissage qui est fortement lié aux communautés à qui s'adresse l'innovation sociale et qui implique la coordination entre les différents acteurs sociaux qui veulent s'impliquer pour régler les problèmes socio-économiques sur le territoire afin d'améliorer la qualité de vie des collectivités. Et aussi une importance qui est marquée à l'empowerment et à la participation des différents acteurs, mais surtout des bénéficiaires des services en vue d'améliorer leur capacité d'agir. Alors, au niveau de la méthodologie, pour ma recherche, j'ai eu recours à 3 outils différents. Donc, j'ai utilisé l'entrevue, le questionnaire et la carte mentale. J'ai utilisé ces outils-là sur 2 blocs différents de répondants et répondantes pour aller chercher de l'information différente, évidemment. Donc, mon premier bloc était davantage en lien avec mon mémoire et mon deuxième bloc davantage en lien avec mon projet de recherche parce que bon, comme il a été mentionné, j'ai reçu une bourse MITAC pour un projet de recherche avec le Conseil régional de l'environnement. Donc, j'ai un peu ces 2 volets-là dans ma recherche, mais les 2 se complémentent et s'alimentent. Donc, une partie de mon projet de recherche va également se retrouver dans mon mémoire à la fin. Alors, ce premier bloc de répondants et de répondantes comprenait des citoyens et des citoyennes, mais aussi des entreprises, des institutions et des organismes communautaires qui ont été en relation de près ou de loin avec la campagne ILO et ses projets. Je visais à travers ce premier bloc-là en apprendre davantage sur les projets de verdissement qui ont été faits dans le passé, mais aussi les projets de verdissement anticipés, donc dans le futur.
Au niveau du questionnaire, lui, il servait plus à connaître les habitudes, en fait, des gens sur leurs utilisations des espaces verts et la carte mentale qui s'intéressait davantage à la représentation. En fait, je leur avais demandé de représenter leur chez-soi. Donc, l'idée était de voir un peu si le chez-soi pouvait dépasser finalement le domicile et de voir, entre autres, si les espaces verts étaient représentés dans cette représentation mentale du chez-soi des participants et des participantes. Le deuxième bloc d'entrevue, lui, visait à solliciter l'expertise terrain de d'autres organismes, de d'autres organisations, le département de la Ville de Montréal, entre autres, mais certains départements de la Ville de Montréal, pour en connaître davantage sur la campagne ILO, sur ses actions, ses processus de partenariat, etc. Alors, cette campagne-là, donc, c'est de l'intervention locale en environnement et en aménagement urbain. On va tirer le financement de cette campagne-là, finalement, du désir du gouvernement du Québec de lutter contre les changements climatiques. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a mandaté l'INSPQ, donc l'Institut national de santé publique du Québec, pour coordonner puis implanter certaines actions du plan d'action contre les changements climatiques 2013-2020, dont celle d'apporter du soutien aux municipalités en regard à la lutte aux îlots de chaleur urbains. Donc, Montréal et Québec sont devenus les lieux privilégiés d'intervention puisque c'est des milieux qui sont urbanisés, donc nécessairement plus enclins aux îlots de chaleur urbains. Et c'est donc le Conseil régional de l'environnement de Montréal sur le territoire montréalais qui a été sélectionné comme entité là, capable de répondre au mandat donné par le gouvernement du Québec. Donc, en 2015, ils ont créé la campagne ILO, dont l'objectif principal, évidemment, est de réduire là, les îlots de chaleur urbains pour améliorer les milieux de vie et de travail dans l'Est du Québec. La campagne ILO est essentiellement calquée là, sur les modes de fonctionnement du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Donc, la campagne prend racine dans la concertation et dans le partenariat. Et là, ça, c'est un élément qui est important parce que ce n'est pas eux qui font les projets directement sur le terrain. Ils se présentent comme des intermédiaires. Donc, ils vont assurer la coordination, ils vont mettre en relation les bonnes personnes et les bonnes ressources sur le territoire, mais ils ne vont pas faire directement les projets. Alors, ce territoire d'intervention, vous le voyez maintenant ici à l'écran, c'est essentiellement les arrondissements de la ville de Montréal qui se trouvent à l'est de la rue Papineau. Donc, ça comprend 8 arrondissements. Montréal-Nord, Saint-Léonard, Mercier-Hochelaga, Maisonneuve, Anjou, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Haïnstic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension, Rosemont-la-Petite-Patrie. Et donc ça va représenter un territoire d'intervention qui fait plus de 147 km² de superficie. Donc c'est un territoire qui est vaste, mais qui est aussi diversifié en éléments naturels et anthropiques, qui va venir façonner aussi le quotidien des habitants de l'Est de Montréal. Ces éléments-là qui façonnent le quotidien, on peut penser entre autres au lourd passé industriel là, de l'Est de Montréal. On peut penser aux voies ferrées aussi, aux autoroutes. On voit la 40, la 25 sur le plan. Et donc ça, c'est tous des facteurs de complication dans l'aménagement du territoire, mais aussi c'est des facteurs d'intensification des îlots de chaleur urbains. Et donc, ce territoire-là n'a pas été choisi par hasard. ILO a consulté une carte montrant les îlots de chaleur urbains et une carte aussi montrant l'indice de défavorisation des populations sur l'île de Montréal. Et donc, c'est en superposant les deux là, qu'il est apparu évident que l'Est de Montréal était un territoire d'intervention propice là, pour des interventions en vue d'augmenter la résilience communautaire face au changement climatique, parce que, en fait, cette idée de plus l'indice de défavorisation est élevé, plus ça vient exacerber là, les effets des îlots de chaleur urbains qui sont déjà présents, là, bien présents sur le territoire dans l'Est de Montréal. Alors, vous voyez ici là, les valeurs d'action que j'aime les appeler. Donc, c'est
c'est ce qui guide un peu tous les projets de la campagne ILO, donc ce désir de vouloir rassembler, de repenser, de rafraîchir, de protéger, de connecter, de mettre en valeur et d'innover. On va faire ces actions-là à travers plusieurs projets, plusieurs actions sur le terrain. Je vais m'attarder dans le cas de cette présentation-ci essentiellement à la dimension du verdissement et du transport collectif, vu le temps limité, mais toutes les autres projets sont intéressants aussi. Mais donc, dans le cas des actions de verdissement, on l'a vu dans une des diapositives précédentes, il y a plus de 200 projets sur le terrain en verdissement qui a déjà été fait. Et ces projets-là sont particulièrement intéressants dans le sens où ce n'est pas seulement des projets d'aménagement, mais c'est des journées de plantation. Donc, on va aller réunir les gens, en fait, les bénéficiaires du projet pour faire une journée, c'est ça, comme je dis, de plantation. Donc, l'apprentissage expérientiel que j'ai abordé en début se retrouve ici. Les gens mettent les mains à la terre. Il y a un volet éducatif aussi là-dedans qui est intéressant. Donc, on veut développer un savoir, mais aussi un savoir-faire. Avec les gens, donc on inscrit finalement la population dans l'action. Donc, il y a cette dimension de participation, d'empowerment aussi qui est intéressant. Nous devrons bientôt conclure, Caroline, dans 2 minutes. Merci. Oui, parfait. Et dans ces activités de verdissement-là, il y a aussi toute la notion de socialisation, donc d'interaction, de création de liens et donc de résilience communautaire qui s'effectue. Au niveau de la dimension transport actif et collectif, il y a des activités terrain, encore une fois, qui mobilisent les gens, qui sont très, très intéressantes sur le territoire. Donc, les marches exploratoires ou les explo-vélos, qui sont des activités dont le but est d'identifier les enjeux d'un certain parcours, donc des enjeux en lien avec la sécurité notamment. Encore une fois, on inclut les participants et les participantes, on va vivre le territoire avec eux et on va ultimement, à la fin de cette activité-là, faire de l'urbanisme participatif dans le sens où on va partir des perceptions puis de l'expérience des individus pour émettre des recommandations et ensuite, ILO va porter ces recommandations-là aux élus et aux personnes concernées. Alors, maintenant, les résultats rapidement. Résultats, je devrais dire préliminaires encore, puisqu'il me reste beaucoup de données encore à analyser. Mais donc, pour l'instant, on voit qu'il y a une corrélation positive entre le niveau d'engagement et la relation à l'environnement favorable que les gens ont et les actions d'ILO. Donc, tout porte à croire là, que la transition écologique et la résilience peuvent se faire à l'échelle locale et doivent se faire à l'échelle locale, si je peux dire aussi. Donc, avec les citoyens, les citoyennes, avec la population. Et donc, de mettre ces gens-là au centre des actions et non plus de faire pour eux des projets d'aménagement, mais de faire avec eux pour développer justement ce sentiment d'appropriation et l'apprentissage expérientiel qui va mener au sentiment de familiarité et au sentiment de chez soi. Merci beaucoup, Caroline. C'est formidable de constater combien vos recherches, vos travaux sont basés sur plusieurs des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Peut-être vous aimeriez rapidement réagir, Étienne ou d'autres membres autour de cette rencontre. Oui, Madame Laviolette, votre microphone. Oui, bonjour Caroline. Excellent projet, vraiment une très bonne présentation. Moi, j'ai une question par rapport à comment vous allez chercher les citoyens justement pour les engager dans le projet. Concrètement, comment ça se passe? Et puis, est-ce que vous avez une petite idée que peut-être ces groupes-là que vous facilitez là, via le projet pourraient continuer après comme tout seul à faire des choses? Est-ce qu'il y a des indications en ce sens-là, comme des communautés de pratique, là, des choses comme ça? Oui, bien, tout à fait. Bien, les gens qui sont mobilisés, bien là, votre question est en 2 temps. Je vais répondre à un premier temps, puis si j'oublie l'autre, vous me le rappellerez.
Donc, oui, les gens qui sont mobilisés et qui développent ce sentiment-là de chez soi, de familiarité, c'est les gens qui, par la suite, vont être plus enclins justement à s'impliquer dans le territoire, à s'impliquer dans des mesures de verdissement, à préserver même leur environnement, les parcs autour d'eux. Ça a été vu dans les entrevues. Donc, les gens posent des actions et incitent aussi, et ça, c'est intéressant, incitent les autres, influencent exactement les autres à avoir le même type de comportement favorable là, à l'environnement. Et donc, la première partie de votre question, c'était comment j'allais chercher ces gens-là? C'est ça. Oui, donc parfait. Donc, de ce côté-là, ça s'est fait via la campagne ILO. Donc, sur leurs réseaux sociaux, j'ai été chercher, ils ont fait des appels. Et ils ont aussi beaucoup de partenaires, donc c'est via ces gens-là. Donc, il y a une petite limite à ma recherche dans le sens où ces gens-là, c'est des gens qui devaient déjà être intéressés par le verdissement. Donc, il y avait déjà cet intérêt-là que je devrais prendre en compte dans mon analyse. Merci beaucoup. Donc, on va glisser vers la dernière communication. On aura une période de questions à la toute fin.